Donc on va pour ce soir aborder le microbiote, à commencer par la composition et les techniques d'étude. Comment évolue notre microbiote, avec un focus évidemment sur le microbiote intestinal qui est quand même le microbiote le plus étudié. Et on verra comment agir sur son microbiote à travers notamment les probiotiques, donc savoir ce que c'est, comment ça fonctionne. Et puis je vous proposerai une petite conclusion sur cette conférence. Donc le microbiote, c'est somme toute un sujet d'étude récent, puisque avant 2009, donc ici vous avez un relevé du nombre d'articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture en fonction des années, et donc jusqu'en 2009, où ça a commencé à décoller avec 756 articles publiés en 2009 sur le microbiote. Avant, on était plutôt autour de 25-50 articles. Et on s'est retrouvé en 2021 avec plus de 19 000 articles publiés. Donc, en plus de ces publications scientifiques, qui concernent donc le microbiote qu'on peut définir comme étant l'ensemble des micro-organismes, alors que ce soit les bactéries, les virus, mais aussi les champignons, qui se trouvent dans un environnement donné. Donc, en plus de cette explosion au niveau de l'intérêt scientifique, on a également un intérêt grand public à travers beaucoup de livres, d'articles de vulgarisation sur ce sujet. Donc la composition du microbiote, je vous ai dit, sont des bactéries, des virus, mais aussi des virus de bactéries qu'on appelle des bactériophages, des levures et des champignons qui peuvent être pathogènes ou pas. Si on prend notre microbiote intestinal, donc on peut répartir ça en prokaryotes, qui sont des bactéries, mais aussi on a un autre type de prokaryotes qui sont les archées. Au niveau des virus, on va trouver des virus à ADN qui vont essentiellement concerner les bactéries, pas des virus humains. Très peu de virus humains finalement dans notre tractus digestif, et à part des virus géants. Et on a également tout ce qui est monde eucaryote, c'est-à-dire qui possède un noyau à travers les champignons, et également des protozoaires et des parasites, donc, avec lesquels on peut vivre tout à fait en très bonne entente. Si on se tente à faire une quantification de ces différents composants du microbiote, on estime les bactéries comme présentes à 10 puissance 11 cellules par gramme de fesses, c'est-à-dire qu'on est sur de la centaine de milliards de cellules vivantes dans chaque gramme de fesses. Au niveau des archées, on les estime à 10 fois moins nombreuses. Et au niveau des virus, on trouve 1 milliard de particules virales dans nos fesses. Alors il faut savoir que ce sont essentiellement des virus de plantes qu'on va trouver là. Alors elles sont tout à fait en forme de virus, peuvent générer des infections. Mais en fait, ce sont des virus qui sont arrivés là par notre alimentation au travers des plantes qui sont infectées par ces virus, et ils ne se multiplient absolument pas chez nous, absolument pas chez les humains. Et on trouve donc, on estime les bactériophages, c'est-à-dire les virus de bactéries, à 1 pour une bactérie qu'on va trouver dans notre intestin. Et donc les champignons et les levures, eux, sont présents de l'ordre de 100 000 à 1 million de cellules par gramme de fesses. Donc voilà, tout ça c'est une quantification. Comment on peut observer ces micro-organismes? Donc tout le monde est familier avec le concept du microscope, c'est-à-dire qu'on peut observer des micro-organismes invisibles à l'œil nu, donc les microbes, grâce à ces techniques d'observation. On est sur des échelles de l'ordre du micromètre, donc vous avez ici possibilité d'observer des archées, des bactéries ou des champignons qui sont de petite taille. Donc, par exemple, observez ici des streptocoques, et notamment des streptocoques qu'on va trouver dans notre alimentation, qui sont ceux du yaourt, donc Streptococcus thermophilus. La même cellule peut être observée de cette façon-là, donc avec un autre type de microscope, qui sont ici les microscopes électroniques. Alors, on ne met pas ses yeux au-dessus d'une lentille, c'est essentiellement des échantillons qui sont traités de façon spécifique pour obtenir un grossissement plus important. Et donc, voilà ici le même micro-organisme observé en microscopie électronique. Et donc, c'est grâce à ce type de microscope qu'on va aller observer ce qui est encore plus petit que l'ordre du micromètre. Ce sont notamment les virus et les virus de bactéries qui sont de l'ordre, avec des échelles de taille de l'ordre du nanomètre. Alors, si on veut observer les micro-organismes à l'œil nu, jusqu'à très récemment, ce qu'on faisait, c'était de la microbiologie pasteurienne, c'est-à-dire qu'on fournissait des nutriments aux micro-organismes et on était susceptible de les observer à l'œil nu une fois qu'ils s'étaient multipliés
et multiplié en assez grande quantité pour finir par être visible. Alors ça peut se passer assez vite chez les bactéries. Alors bon, là, on est quand même sur un film qui est très accéléré, mais en 4 heures de développement, on peut passer d'une cellule unique qui va se diviser à chaque fois en 2 individus susceptibles eux-mêmes de se diviser. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle, jusqu'à obtenir, donc, alors en l'occurrence sur le petit film, une microcolonie, mais ici des colonies visibles à l'œil nu. De la même façon, en culture liquide, si on fournit suffisamment de nutriments à ces micro-organismes, de par la multiplication, on va être capable de voir l'apparition d'un trouble dû à la présence de ces micro-organismes, et donc dont on peut mesurer la quantité, donc avec des appareils tels des densitomètres, et donc on peut suivre l'évolution de la multiplication de ces bactéries ou autres micro-organismes. Donc jusqu'à présent, on était tributaire de ce type d'études, donc microbiologie pasteurienne, on nourrit les micro-organismes, on les regarde se développer. Jusqu'au moment où on s'est mis à les détecter de façon moléculaire, et ça, grâce à une molécule qu'on partage avec tous les autres membres de l'arbre du vivant, qui est l'ADN. C'est-à-dire qu'on est tous issus de l'UCA, c'est-à-dire notre Last Common Universal Ancestor, qui fait que dans nos cellules et toutes les cellules vivantes, on va retrouver à peu de choses près les mêmes composés, les mêmes machineries moléculaires qui vont permettre à nos cellules de vivre et de se multiplier. Et donc l'ADN, typiquement, est notre programme de développement partagé avec tous les autres êtres vivants. Et donc ce qui va nous intéresser, notamment ici, au niveau de l'ADN, c'est une séquence particulière qu'on va trouver chez toutes les bactéries, qui est la séquence d'un gène particulier, qui est l'ARN16S. Alors l'ARN16S, c'est en fait l'architecture de la machinerie qui permet de fabriquer les protéines dans toutes les cellules vivantes. Et donc on va retrouver ce gène sous une forme très conservée chez toutes les bactéries. Et donc à partir du moment où on a été capable d'aller dans un environnement donné, récupérer de l'ADN et séquencer tous les gènes d'ARN16S qui s'y trouvaient, on a pu avoir accès à un instantané d'une population, c'est-à-dire ce qu'on a pu définir comme un microbiote et une partie d'un microbiote à travers l'étude de toutes les bactéries qui s'y trouvent. Donc vous avez ici un exemple de séquence d'ADN après lecture. Et donc ça a ouvert la voie à une nouvelle technologie, un nouveau domaine d'étude qui est celui de la métagénomique, c'est-à-dire le séquençage d'ADN environnemental sans passer par l'étape de culture. Parce que nourrir des micro-organismes pour les faire se développer et arriver à les étudier, finalement, c'est quelque chose d'assez, finalement pas si fréquent que ça. Tous les micro-organismes qui se trouvent dans notre environnement, on n'est pas capable de tous les faire se multiplier. Parce que certains ont besoin d'être en communauté. Certains ont des exigences alimentaires un peu compliquées qu'on n'est pas capable de leur fournir. Et en laboratoire, on ne sait pas cultiver tous les micro-organismes vivants. Or, là, en accédant aux séquences d'ADN, on est capable de voir des micro-organismes qu'on ne sait pas cultiver. Et donc, ça a permis, grâce à cette stratégie métagénomique, ça a permis d'avoir un instantané ici sur un microbiote où on a pu récupérer donc tout un tas de séquences de ces bactéries et en les comparant les unes aux autres, on est capable d'avoir une phylogénie, c'est-à-dire un petit peu un arbre généalogique, mais du coup sur des temps à l'échelle du vivant, de ces micro-organismes à partir d'un ancêtre commun, à savoir quand est-ce que ces différents micro-organismes sont apparus les uns par rapport aux autres. Et donc on peut reconstituer cet arbre d'un microbiote donné avec toutes les relations entre ces micro-organismes, donc en l'occurrence ici des bactéries. Et donc on va retrouver des espèces bactériennes différentes. Et donc la première étude du microbiote humain qui a été faite, c'est celle-ci, et elle a été faite en prélevant par exemple au niveau des fesses, au niveau de la peau, du vagin, du nez, de la langue, etc. Et donc à plusieurs endroits au niveau de la bouche. Et en fonction de si le micro-organisme est présent ou pas, on va trouver un petit carré qui va montrer que oui, le micro-organisme est bien présent. Et en fonction de l'intensité de la couleur, on va en avoir de plus en plus.
Et donc, vous voyez que certains micro-organismes vont se trouver plutôt dans certains endroits, comme par exemple ici les fesses, d'autres plutôt au niveau de la bouche, de la langue, des dents. Enfin voilà, on va retrouver tout ça. Et donc, 2014, ça a été la première carte de la diversité du microbiote humain à travers ces différents sites de prélèvement. Et donc, on a pu voir que ici, vous avez les micro-organismes qui sont les micro-organismes commensaux, c'est-à-dire ceux avec lesquels on vit classiquement en bonne intelligence. Et ici, vous avez un listing de pathogènes potentiels. Et donc, vous voyez les petites étoiles, les petits ronds, comme ça, qui se trouvent sur nous, avec nous. Et on a des abondances relatives. Alors, vous voyez ici, par exemple, en rose, on va retrouver beaucoup de lactobacilles, par exemple, dans la flore vaginale. Donc, très important, beaucoup de ces espèces-là. Les streptocoques, on va les trouver pas mal au niveau de la bouche. On va en trouver également un petit peu dans les fesses. Et ainsi de suite. Comme ça, on a eu cette carte des micro-organismes. Première surprise par rapport à ce qu'on pouvait attendre sur ce type de carte, la bactérie préférée des microbiologistes, des bactériologistes, Escherichia coli, donc qui est la bactérie modèle qui traîne en laboratoire depuis maintenant plus d'une centaine d'années, finalement est présente à titre assez anecdotique au niveau du microbiote. Elle n'est pas présente en très grande quantité, elle n'est pas présente de façon dominante dans le microbiote, y compris dans les fesses. Mais le fait que cette bactérie soit facile à isoler et finalement ait une croissance super bien adaptée au niveau dans les laboratoires a fait qu'on a énormément travaillé sur ce micro-organisme qui finalement n'est pas si représentatif que ça de notre microbiote. Donc, ces techniques d'analyse ont beaucoup évolué. Donc, si on reprend ici un système d'études, donc on fait un prélèvement, un échantillon de microbiote humain, on va récupérer l'ADN qui s'y trouve et on peut se poser la question de quels sont les micro-organismes présents dans ces microbiotes. Donc, on va commencer par amplifier les gènes de l'ARN 16S, puis les regrouper en fonction de séquences, les comparer avec les bases de données. Et donc, en fonction du nombre de fois où on va retrouver ces séquences, on va avoir une idée de la quantité relative de ces micro-organismes et reconstituer la carte phylogénique de ces micro-organismes. Mais on peut également se demander quelles sont les fonctions de cette communauté. Donc, au lieu de prendre uniquement l'ARN 16S, on est devenu capable de traiter beaucoup plus de données et de séquencer la totalité des ADN. Donc ça, c'est une évolution de la métagénomique qui est assez récente, où on va non pas regarder uniquement un petit morceau de l'ADN, mais tout l'ADN qui se trouve dans un environnement. On peut comparer avec des génomes de référence, et ainsi identifier non seulement les micro-organismes, mais du coup de façon beaucoup plus précise, au niveau notamment des espèces et des souches, et même aller jusqu'à l'identification des variants. Par ailleurs, en séquençant, en comparant avec des bases de données, on peut identifier notamment des gènes de voies métaboliques qui se trouvent chez ces micro-organismes. Donc, par exemple, des voies de biosynthèse de vitamines, des systèmes de dégradation de certaines fibres qu'on va être capable d'identifier chez les micro-organismes se trouvant dans un microbiote. Et actuellement, on a donc des méthodes émergentes d'études de ces microbiotes qui vont aller plus loin que juste la séquence d'ADN. Mais on peut aller jusqu'à savoir quel est l'ADN qui s'exprime au niveau de l'extraction de l'ARN, donc qui est le système qui est après le programme de développement, donc c'est la première étape de décodage, puis l'étude des protéines, donc les systèmes qui vont réellement avoir une action dans ces microbiotes, et donc aller jusqu'à la métabolomique, c'est-à-dire les métabolites qui sont produits dans ces microbiotes. Donc avec ces différentes étapes, on va vers une identification beaucoup plus fine des interactions entre les gènes qui sont portés par nos microbiotes, les protéines et les métabolismes qui s'y trouvent. Donc on va aller beaucoup plus loin que juste une description assez naturaliste de nos microbiotes, où on identifiait bien qui était là, donc on classait, on analysait, et on va aller de plus en plus sur comment ça fonctionne et comment tout cela interagit les uns avec les autres. Et ça a permis notamment des analyses beaucoup plus larges de microbiote humain, avec ici des analyses qui ont permis de générer énormément de données au niveau des génomes séquencés, donc des térabases notamment, avec une cartographie
de microbiotes issus de personnes adultes, plutôt avec un profil urbain, mais également des adultes plutôt dans des sites ruraux, comme ici c'est le cas sur des prélèvements au Pérou, en Tanzanie, dans les îles Fidji, mais également des prélèvements réalisés sur des enfants. Et de cette façon-là, il a été possible, par le biais de cette étude publiée donc en 2019, d'aller identifier et reconstruire donc de façon très précise à partir de la totalité de l'ADN, donc cette fois-ci non pas juste un petit morceau, mais la totalité de l'ADN qui s'y trouve, reconstruire des génomes complets de micro-organismes. Et c'est là qu'on s'est aperçu que finalement, à partir de tous ces échantillons collectés à travers le monde, on a été capable de réaliser un assemblage des génomes de ces micro-organismes qui a amené jusqu'à plus de 4500 espèces différentes de micro-organismes, dont seulement 42% étaient susceptibles d'être cultivés en laboratoire. Donc finalement, en reconstituant ces micro-organismes qu'on n'avait jamais été capable de cultiver en laboratoire, on s'est retrouvé avec 58% des micro-organismes identifiés qui ont été identifiés pour la première fois dans cette étude, et certains des micro-organismes identifiés ont permis également de qualifier certaines pathologies, enfin d'identifier de corréler certaines pathologies à la présence de certains micro-organismes. Donc typiquement, il y a des profils de microbiotes pour des personnes atteintes de diabète de type 2, d'athérosclérose, ainsi de suite, de maladies du foie, du cancer colorectal. Et donc, il y a certaines bactéries qui vont vraiment être corrélées avec la présence de ces maladies. Et donc, notamment, avec 2058 nouvelles espèces identifiées qui vont se retrouver plus présentes chez des personnes ayant ces pathologies. Alors, notre microbiote intestinal, il va évoluer. Ce n'est pas quelque chose de fixe et de stable au cours de notre vie, puisque ici, vous avez le relevé d'une étude qui a été réalisée au Japon avec un échantillonnage d'une dizaine d'individus. Alors ici, vous avez l'âge des individus, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis 10, 20, 30, jusqu'à 100 ans, avec à chaque fois 5 hommes et 5 femmes qui sont échantillonnés. Alors, sauf au niveau des centenaires, c'était que des femmes, mais sinon, ils ont essayé de respecter 5 hommes, 5 femmes, et classer les micro-organismes en fonction de ce qu'on appelle leur phylum, donc les actinobactéries, les bactéroïdétes, les firmicutes, les protéobactéries et d'autres. Et ce que vous voyez, c'est qu'au cours de notre vie, on commence avec beaucoup d'actinobactéries. Alors, par ailleurs, les actinobactéries, ce sont les bactéries qu'on va trouver notamment dans le sol. Donc, finalement, après 3-4 ans, quand vous avez fini de manger tous les cailloux qui traînent autour de vous, finalement, on finit par arrêter d'avoir autant d'actinobactéries dans notre tube digestif, et on laisse un peu plus de place, notamment aux firmicutes. Et ensuite, on voit une arrivée des protéobactéries qui vont, avec l'âge, être de plus en plus nombreuses dans notre tube digestif. Donc, là encore une fois, on a une analyse qui est très descriptive. Alors, il y a eu plein d'études. Il y a eu les études sur les personnes qui étaient nées par voie basse, d'autres par césarienne, les personnes allaitées, celles qui ne l'étaient pas. Et en fait, ce qui a été montré, c'était que jusqu'à 3 ans, il y avait clairement des profils différents au niveau des microbiotes. Puis, au-delà de 3 ans, finalement, on n'arrivait plus à savoir si l'enfant avait été allaité ou pas. Enfin, l'enfant devenu un peu plus grand ou même à l'âge adulte, on n'est pas capable, de par votre microbiote, savoir comment vous avez été nourri au début de votre vie. Finalement, il y a une espèce d'équilibre qui se met en place au niveau de l'âge adulte et qui va perdurer. Donc, jusque vers 50-60 ans, on a une bascule qui se fait avec un microbiote qui va de nouveau changer avec l'âge venant. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces analyses ici, basées notamment sur l'amplification du gène de l'ARN16S, ce sont des analyses qui sont très dépendantes du laboratoire d'analyse. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des études très larges au niveau européen, pilotées par un laboratoire, avec différents laboratoires dans différents pays. Et en fait, ils ont comme ça ce qu'on appelle un standard. C'est-à-dire que si on donne le même échantillon à analyser à différents laboratoires, on ne va jamais avoir le même résultat.
C'est-à-dire qu'il y a trop de facteurs de variation internes à l'analyse qui font qu'on ne peut pas avoir quelque chose de vraiment qu'on qualifierait de très fiable et de scientifiquement reproductible. Donc ces études-là sont très bien, très intéressantes, il y a différents profils, on voit l'évolution, mais typiquement sur des études qui sont réalisées par différents labos, il y a des variations entre les labos, plus qu'au sein même de l'étude. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple le microbiote des personnes qui habitent en Tanzanie dans un labo qui fait les analyses en Tanzanie, vous n'aurez de toute façon pas le même résultat si vous prenez les mêmes échantillons et que vous les analysez en France. Voilà. Donc il faut être conscient de ce type de limites. Et quand on dit oui, voilà, un microbiote c'est constitué comme ça, et celui-là il est bien, celui-là il n'est pas bien, vous faites les mêmes analyses dans un autre laboratoire, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Donc il faut être conscient de ça. Alors, agir sur son microbiote. Alors, en quoi il peut être intéressant d'agir sur son microbiote? En général, si votre microbiote va bien, ne touchez à rien. Voilà, ça c'est la première règle. On ne touche pas à son microbiote si ça va bien. Et généralement, on va s'intéresser à agir sur son microbiote si on est victime de ce qu'on appelle une dysbiose. Alors, la dysbiose, c'est lorsqu'on a un microbiote qui n'est plus un microbiote, entre guillemets, équilibré. Vous voyez ici, il y a un déséquilibre qui se met en place. Et ça crée un problème. C'est-à-dire que comment savoir si vous êtes victime d'une dysbiose? Généralement, c'est parce que vous avez une maladie. Alors là, on est face à un petit problème qui est celui du problème de l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une maladie parce que votre microbiote présente une dysbiose ou est-ce que la dysbiose arrive parce que vous êtes victime d'une maladie? Voilà, donc ça, c'est le problème auquel les scientifiques essayent de se frotter. Et donc, il faut être conscient que, a priori, ça peut ne pas être une mauvaise idée d'essayer de gérer la dysbiose et rééquilibrer son microbiote, mais si on ne résout pas le problème de la maladie, il est possible qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème-là. Donc là, vraiment, c'est le gros problème auquel les scientifiques sont confrontés pour arriver à résoudre ce problème-là. Alors, du coup, au début, les gens se sont intéressés à quelque chose de très porteur. C'est-à-dire que le problème de l'obésité, financièrement, c'est quelque chose de très intéressant et très attractif. C'est-à-dire que il y a une espèce de Graal que les gens cherchent, hein, c'est la bactérie qui permet d'aller au fast-food tous les jours tout en restant mince. Alors, alerte, hein, on ne l'a toujours pas trouvée celle-là, sinon elle serait vendue très très cher. Mais voilà, donc il y a eu énormément d'études, notamment pour étudier le microbiote des personnes minces et obèses. L'idéal étant de trouver des paires de jumeaux, dont un est mince et l'autre obèse, des vrais jumeaux si possible. Donc ça a été fait aux États-Unis. Il y a des labos qui sont intéressés à regarder les variations de microbiote. Et notamment, ils ont identifié qu'il y a deux phylums prédominants qui sont les Firmicutes et les Bacteroidetes. Et ils se sont aperçus que les personnes minces avaient beaucoup plus de Bacteroidetes que chez les personnes obèses qui étaient analysées. Donc, ce que se sont dit ces scientifiques, c'était qu'on allait essayer de changer le régime alimentaire de ces individus et regarder s'il y avait un impact sur le microbiote. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont bien analysé et essayé de typer quel était le problème au niveau du microbiote, ils se sont dit qu'on pouvait peut-être essayer de le changer. Donc à base de fibres, 25 à 30 grammes par jour, et ces fibres ne sont pas métabolisables par notre organisme. Ce sont les micro-organismes que nous, on héberge, qui vont être capables de les digérer. Et donc, ce dont ils se sont aperçus, c'est qu'après, alors ici on est sur 12 semaines, et puis ici on est sur donc, un an complet, on voit que finalement, avec un régime alimentaire plus riche en fibres, on va avoir une diminution de la proportion relative des firmicutes et une augmentation des bactéroïdetes. Donc, bon, a priori, manger des fibres et arrêter les nourritures trop grasses, salées, sucrées, etc., ça paraît être une bonne idée, mais finalement, notre microbiote suit, et si on donne des fibres à manger à nos micro-organismes, ils vont se développer un peu mieux. Donc ça a été des études très, très porteuses, très intéressantes. Et donc le problème, c'est l'étude du microbiote chez l'homme, c'est quand même très encadré. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à donner certains micro-organismes à manger à des humains pour les regarder grossir. Ça, on n'a pas le droit. Hein. D'un point de vue éthique, ça ne se fait pas. Donc, on utilise notamment des souris qui sont des souris axéniques. C'est un moyen d'étudier les microbiotes sans faire trop de mal aux humains. On est capable, enfin, certains êtres vivants sont capables de vivre dans des environnements complètement stériles. Alors, c'est le cas des souris.
Ce n'est pas le cas des cochons, par exemple. Donc on est capable d'avoir des souris qui sont absolument dépourvues de microbiote, qui vivent dans un environnement stérile complètement. Et donc vous avez ici les 2 souris axéniques les plus célèbres qui ont été générées en laboratoire. Donc je pense que vous voyez assez facilement la différence entre ces 2 souris. Et en fait, ce qui leur est arrivé, c'est qu'à partir des fesses de ces jumeaux, alors qu'on appelle dissonants en termes d'indice de masse corporelle, c'est-à-dire il y en a un mince et un obèse, et donc ces microbiotes ont été transplantés chez des souris qui ne possédaient aucun micro-organisme sur elles. Et donc il y a une souris qui a récupéré le microbiote de la personne obèse et l'autre qui a récupéré le microbiote de la personne mince. Ces souris ont eu exactement le même accès à la nourriture. Et ce qui a été observé, c'était que la souris qui avait récupéré le microbiote de la personne obèse, eh bien, avait tendance à, elle aussi, faire beaucoup plus de gras et donc à finir par devenir beaucoup plus dodue que exactement sa sœur qui aurait eu le microbiote d'une personne mince. Alors par ailleurs, l'avantage des souris, c'est qu'elles sont naturellement coprophages, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à manger les cacas qui sont autour d'elles. Et donc, ils ont eu l'idée de faire des colloques entre les souris minces et les souris obèses. Et finalement, ce qui s'est passé, c'était que les souris obèses ont perdu du poids à force de manger le caca des copines à côté. Alors, ça paraît être une bonne idée pour l'homme, et jusqu'ici, ça patine. Hein. On n'y arrive pas très bien. Mais voilà. Mais ça a ouvert notamment l'idée de changer son microbiote, et vraiment le changer complètement, avec un transfert de flore. On va prendre le microbiote d'une personne qui est en bonne santé et puis on va le changer. Et donc ça, il faut savoir qu'en France, le microbiote intestinal a le statut de médicament depuis 2014 avec une qualification du don. Donc il y a des critères de don qui sont bien établis, à savoir qu'il faut certaines analyses, vérifier que le don sera dépourvu de pathogènes, etc. On fait des dilutions, il faut le passer au mixeur, le filtrer, faire des petites seringues, et puis comme ça, on peut l'administrer. Alors depuis, il y a eu un peu des progrès de fait à travers notamment la congélation et le fait de faire des gélules avec. C'est un peu plus sympa que d'avoir des modes d'administration qui étaient ceux de la voie rectale, mais également la voie duodénale et la voie nasogastrique qui est finalement la plus simple, c'est-à-dire qu'on met un tuyau au niveau du nez qui descend jusque dans l'estomac, et on va injecter le microbiote d'une personne qui va bien. Alors, il faut savoir que c'est quand même un petit peu dangereux parce qu'il peut y avoir des systèmes de fausses routes, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec du microbiote dans les poumons, ce n'est pas le bon endroit, donc ça ne se passe pas très bien. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'assez risqué, donc c'est pour ça que le système de gélules est plutôt pas mal, sauf que le problème, c'est d'avoir la quantité suffisante, c'est-à-dire qu'il va falloir en manger beaucoup des gélules pour arriver à avoir la bonne quantité. Mais ça marche. Donc voilà. Et alors, donc, statut de médicament en France, ça veut dire qu'il y a vraiment une pathologie et une seule pour laquelle le transfert de microbiote constitue réellement une solution thérapeutique. Que je vais détailler après, mais il faut savoir d'abord qu'est-ce qui est réellement transféré. Donc, quand on fait une greffe de microbiote, on a des composants bactériens, donc bactériens, mais également de virus, de champignons, enfin voilà, de micro-organismes en général. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse pas mal aux bactéries, donc il y a les bactéries du tract digestif, les protéines que ces bactéries vont fabriquer, et d'autres molécules qui ne sont pas des protéines, mais donc ce qu'on appelle des métabolites, qui sont fabriqués par les bactéries. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que quand on va transférer un microbiote, on va également avoir tous les composants alimentaires. C'est-à-dire, en fonction de ce que la personne qui fait le don a mangé, on va retrouver ces composants à travers des bactéries alimentaires. Donc si vous mangez un yaourt, dedans vous avez des bactéries vivantes, elles vont se retrouver dans votre tract digestif. Des protéines alimentaires, des métabolites alimentaires, mais pas seulement. Vous avez également des composants de l'hôte. On va trouver vos cellules et vos métabolites, des hormones, enfin voilà, tous ces systèmes-là vont se retrouver dans ce qui va être transféré. Et donc, notamment, il y a eu une étude qui a consisté à s'intéresser au syndrome du côlon irritable, et cette étude a recherché un super donneur à partir donc d'une sélection. Donc ils ont pris plusieurs donneurs et ils en ont choisi un qui était mieux que les autres.
Donc tout d'abord, ils ont fait des analyses de sang, cherché des marqueurs d'inflammation, analysé le fonctionnement du foie et de la thyroïde de certaines personnes, recherché les virus, les bactéries pathogènes. Bon, une fois que tous ces critères-là étaient bien, ça allait. Donc ils avaient plusieurs donneurs. Puis là, ils en ont pris un en particulier, qui est un homme de 36 ans, non fumeur, pas de traitement médicamenteux au moment du don, un indice de masse corporelle normal, plutôt athlétique. Ils ont vérifié qu'il était bien né par voie basse, donc pour bénéficier du microbiote de sa maman, qu'il a été allaité, et également il a été exposé que 3 fois dans sa vie à des antibiotiques. Par ailleurs, il faisait du sport 5 fois par semaine pendant 1 heure, avait une alimentation variée et supplémentée en vitamines. Donc voilà. Donc, dans cette étude scientifique, ils ont récupéré les fesses de cette personne et ils ont fait une étude basée sur 164 patients qui avaient le syndrome du côlon irritable. Et chez ces 164 patients, ils ont fait une étude scientifique avec l'aspect placebo. C'est-à-dire que non seulement vous avez des personnes qui sont traitées, donc, par exemple, avec 30 grammes de fesses, alors pour le coup, 30 grammes de fesses, il faut en avaler des gélules, et 60 grammes de fesses, et également des personnes qui avaient des gélules, mais qui du coup constituaient un placebo. En termes d'amélioration de la situation, donc savoir si les personnes présentaient toujours des désagréments du côlon irritable, donc au bout de 2 semaines, les personnes qui avaient reçu le placebo allaient beaucoup mieux à hauteur de 50%. Donc l'effet placebo, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas négliger dans les études, et c'est pour ça qu'il faut toujours l'expérience contrôle, à savoir les gens qui n'ont pas réellement le médicament ou qui n'ont pas réellement le traitement, puisqu'ici, 50% vont déjà beaucoup mieux au bout de 2 semaines. Par contre, au cours du temps, on a vraiment quelque chose de significatif chez les personnes qui ont reçu la transplantation fécale, avec notamment au bout de 3 mois, ici 90% des gens qui vont mieux, là où ici on est seulement à 23%. Donc il y a un réel bénéfice, et donc visiblement cette personne était tout à fait capable, en tout cas les échantillons de ce super donneur avaient un réel intérêt sur la qualité de vie de ces patients qui souffraient d'un syndrome du côlon irritable. Alors, il faut savoir qu'en France, le don de fesses est anonyme, vous êtes analysé, tout ça. Et en fait, ces études-là se sont arrêtées un peu à cause du Covid. Mais néanmoins, il faut savoir qu'un don est rémunéré à hauteur de 50 €. Donc voilà, et ils ont du mal à trouver des donneurs. Voilà. Mais donc il y a certains hôpitaux qui font des tests, des essais cliniques à base de transplantation. Et trouver des donneurs, ça n'a pas l'air facile. Alors donc, je reviens sur la seule pathologie autorisant une transplantation fécale en France, donc hormis situation de recherche. À l'heure actuelle, la seule situation qui justifie une transplantation, c'est celle des infections à Clostridium difficile. Donc Clostridium difficile, c'est une bactérie qu'on va trouver, c'est une bactérie pathogène, qu'on va trouver dans les intestins de certaines personnes. Alors généralement, cette bactérie est tout à fait en dormance, en tout cas ne va pas se développer hors de contrôle, sauf en cas de traitement antibiotique. Donc lorsque notamment on est exposé à des antibiotiques de façon assez récurrente, quand on a une immunité qui est plus faible, on va avoir cette bactérie qui va se développer. Et le traitement classique contre cette bactérie, c'est d'exposer les gens à des antibiotiques. Et en fait, cette publication ici, qui a été réalisée au laboratoire de Marseille, notamment par l'équipe de Didier Raoult. Alors, Didier Raoult, c'est quelqu'un que je vais citer à plusieurs reprises dans mon speech. Donc ça, c'est une étude de 2015. Il faut savoir que Didier Raoult, c'est quand même le microbiologiste français le plus cité à l'échelle mondiale. C'est le scientifique européen le plus cité à l'échelle mondiale. Donc il a fait beaucoup d'études, beaucoup de choses. Et notamment, il avait mené une étude sur les infections à Clostridium difficile, puisqu'il y avait eu une épidémie de Clostridium dans des EHPAD autour de Marseille. Et donc, il avait mis en place un essai sur les personnes souffrant de cette infection, soit à base de traitement antibiotique, soit à base de transplantation de fesses, en plus des traitements antibiotiques.
Et en fait, très rapidement, la survie était bien meilleure chez les personnes qui avaient une transplantation de fesses en même temps que les antibiotiques. Et donc, un petit peu comme ça a pu être le cas par la suite, il a très vite arrêté les effets placebo et finalement les personnes qui n'étaient pas transplantées pour transplanter tout le monde. Donc, ce qui scientifiquement rendait caduque son étude, puisqu'il faut garder sa population témoin jusqu'à la fin, mais là, il trouvait que ce n'était pas éthique, et donc on va transplanter tout le monde. Mais voilà, c'est une bactérie qui est responsable donc, de morts prématurées chez des personnes âgées, exposées à des antibiotiques de façon récurrente, donc c'est vraiment quelque chose de fréquent dans les hôpitaux. Et donc, à l'heure actuelle, est autorisée la greffe fécale généralement après 2 rechutes. Donc si on a un traitement antibiotique et qu'on a une rechute à Clostridium difficile, on essaye un autre antibiotique, et si de nouveau on est sur un échec, à ce moment-là, on peut passer à la transplantation. Alors par ailleurs, il y a des critères qui sont très précis au niveau des donneurs, parce qu'il y avait une personne, alors c'est une étude et une seule aux États-Unis, sur une personne qui avait cette infection à Clostridium difficile et qui a accepté qu'on lui fasse une greffe, mais quand même, apparemment, ça l'arrangeait plus que ce soit quelqu'un qu'elle connaissait, donc elle a demandé que ce soit sa fille. Et donc, elle a récupéré le microbiote de sa fille, et après, elle s'est retrouvée face à un souci qui était qu'elle était complètement guérie de son infection à Clostridium, mais elle, qui avait toujours été mince dans sa vie, s'était mise à prendre du poids et à ne pas réussir à le perdre. Et par ailleurs, du coup, sa fille qui était obèse, en fait, on a conclu après qu'il ne fallait pas de personnes en surpoids pour ce type de greffe. Mais voilà. Alors, comment on analyse et on suit une transplantation? Alors, on reprend les systèmes d'analyse de séquences d'ADN, et vous avez ici un listing de bactéries. Alors voilà, c'est pour que vous voyez un petit peu la complexité que représente la transplantation de microbiote. Vous avez ici le listing des bactéries qu'on va trouver ou pas chez la personne malade, ici. Par ailleurs, ce sont des personnes qui sont victimes de la maladie de Crohn, donc pareil, une maladie inflammatoire, où on a en rouge des bactéries qui sont présentes et en bleu des bactéries qui sont absentes. Donc à gauche, la première colonne, c'est la personne malade, donc c'est le patient. Et vous voyez ici que vous n'avez pas du tout le même profil de présence des micro-organismes que chez le don. Donc ici, vous avez le profil du donneur, avec beaucoup de bactéries de ce type-là ici, et clairement des bactéries qui sont manquantes chez le don, alors qu'elles sont très présentes chez la personne malade. Et donc on va suivre, comme ça, au cours des jours, des semaines, l'évolution du microbiote de cette personne. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a des bactéries ici qui étaient très présentes, qui vont disparaître après le don. Et ici, on est sur, je ne sais plus, une douzaine de semaines, je crois, et on a vraiment un microbiote qui a changé par rapport au microbiote initial, avec pas forcément exactement les bactéries qui sont présentes dans le don, mais une modification importante. Donc là, on a un succès de la transplantation, alors que chez cet individu, ici, on va retrouver beaucoup de ces micro-organismes, on va les retrouver à plus long terme, et donc les bactéries qui étaient présentes là vont être absentes après, et donc on a un échec avec un déséquilibre, une dysbiose qui va persister. Par ailleurs, c'est une étude donc, très préliminaire avec très peu de patients transplantés, mais donc c'est 8 patients transplantés pour 9 qui ne sont pas transplantés. Et donc, on voit que les personnes qui vont connaître des poussées inflammatoires sont moins nombreuses chez les patients transplantés que chez les non transplantés. Et pareil au niveau, ah oui, ça c'est ici on est sur 20 semaines et là on est sur 10, avec un pourcentage de rémission plus important chez les personnes transplantées que chez les non transplantés, sans traitement stéroïdien. Donc l'effet de la transplantation, ce n'est pas magique, ce n'est pas bénéfique pour tous les patients, et donc il faut à chaque fois avoir des études qui concernent beaucoup plus d'individus et qui soient beaucoup plus larges, qui sont importantes. Alors, en ce qui concerne... Alors, excusez-moi, j'essaye de regarder l'heure, je vais essayer de garder un peu de temps pour tout ça, je vais laisser passer ça. Alors, il y a des façons quand même beaucoup plus simples d'agir sur son microbiote que d'avoir affaire à une transplantation, c'est changer son alimentation. Donc déjà, dans notre alimentation, on a tout un tas d'aliments qui contiennent des micro-organismes vivants.
Donc c'est le cas des produits laitiers fermentés, mais également la bière si elle n'est pas filtrée, la charcuterie, par exemple le chou fermenté comme la choucroute. On va trouver des micro-organismes, soit des micro-organismes vivants, soit les métabolites fabriqués par ces micro-organismes dans notre alimentation. Et c'est là qu'on a commencé avec le concept de probiotiques, qui sont des micro-organismes vivants, que sont des bactéries ou des levures, ajoutés à certains produits alimentaires et supposés avoir un effet bénéfique sur la santé de l'hôte. Alors cette définition-là, elle est quand même assez stricte au niveau des probiotiques, et finalement, à l'heure actuelle, on a très peu d'aliments qui sont vraiment validés par les allégations santé au niveau de l'Europe. On en a très peu, c'est-à-dire qu'on a par exemple au niveau alimentaire les pruneaux et les yaourts, c'est-à-dire ce sont les deux aliments où on va dire qu'on est en meilleure santé si on en mange que si on n'en mange pas. Donc ça, c'est validé par l'Europe. Alors que les probiotiques, un effet démontré scientifiquement, c'est assez compliqué à mettre en place. En tout cas, pour arriver à faire se développer ces probiotiques et ces micro-organismes bénéfiques, on peut notamment complémenter son alimentation avec des prébiotiques. Alors le probiotique, c'est le micro-organisme vivant qui va pouvoir passer dans notre tube digestif. Et le prébiotique, c'est son aliment, c'est-à-dire ce sont ces fibres qu'on va pouvoir ajouter dans notre alimentation de façon à permettre à ces bactéries de se multiplier. Et on a notamment ici, ce que je vous ai mis, c'est la banane verte, parce que la banane verte, elle a justement ces fibres qu'on ne sait pas métaboliser, et ça fait vraiment un effet probiotique. Donc depuis toujours, l'homme a consommé des produits à base de micro-organismes vivants. Donc il y a une explosion notamment de la commercialisation du kéfir et du kombucha. Donc le kéfir, c'est tout ce qui est jus de fruits ou lait fermenté plutôt d'Afrique du Nord. Le kombucha, c'est plutôt en Asie. Alors, le principe du kombucha, c'est du thé qu'on va sucrer et sur lequel on va déposer cette espèce de croûte qui est en fait un consortium de micro-organismes. Il y a des champignons, il y a des bactéries, qui va se développer en fait sous forme de pellicule, c'est-à-dire à l'interface entre le thé sucré et l'air, et qui va libérer des micro-organismes et des métabolites à l'intérieur ici du thé. Les bactéries et les champignons vont consommer le sucre qui se trouve dans ce thé et relarguer donc, un petit effet pétillant et des métabolites. Donc du coup, si vous voulez consommer ce type de produit, il faut prendre une version qui ne soit pas stérilisée, pasteurisée, pour avoir le bénéfice des micro-organismes vivants. Si vous prenez les versions filtrées ou stérilisées, vous allez uniquement avoir les métabolites qui s'y trouvent. Voilà. Donc ça dépend si vous aimez cultiver du kéfir et du kombucha dans votre cuisine ou si vous allez au supermarché. Et notamment en France, c'est en 2007 qu'on a découvert pour la première fois une bactérie à effet probiotique qui est Lactobacillus acidophilus. Donc c'était ici le professeur Boucard, qui par ailleurs était quelqu'un de très cultivé et fréquentait les artistes de l'époque. Donc ici son portrait par Tamara de Lempicka. Et donc il a isolé cette bactérie à partir du tractus digestif d'un humain en bonne santé. Alors ça, c'est un peu comme le bifidus actif. Hein. On prend du caca de nouveau-né qui va bien, on isole la bactérie, on arrive à la faire pousser, puis on fait des yaourts avec. Donc là, c'est pareil, c'est une bactérie qu'il a isolée à la sortie du tractus digestif humain. Et ça a été le premier médicament antidiarrhéique à base de probiotiques. Et donc depuis 100 ans, vous pouvez acheter dans les pharmacies du lactéol, qui en fait est de la bactérie lyophilisée avec son milieu de culture. Et certains généralistes peuvent vous proposer d'aller acheter ce type de produit si vous avez un traitement antibiotique à prendre. Voilà. Donc ça peut permettre d'éviter certains déséquilibres au niveau de la flore intestinale. Alors du coup, je vais faire ça très rapide. Oui. Donc ici, les bifidobactéries isolées à partir du tractus digestif d'un nouveau-né, par ailleurs un nouveau-né allaité, et qui a permis de faire des yaourts avec. Alors en 1987, il s'appelait bio, puis avec le développement des produits bio, Danone n'a plus le droit d'appeler ces yaourts bio pour les appeler Activia. Puis ça marchait bien, donc ils ont créé Actimel. Alors par ailleurs, je ne suis pas du tout sponsorisée par Danone, hein, que les choses soient claires. J'aurais pu faire à peu près la même histoire avec Nestlé, mais en France, on est plus soumis à la publicité de Danone. Et par ailleurs, Danone avait eu des problèmes,
parce qu'il avait basé sa communication au départ sur la fortification des défenses naturelles, les défenses immunitaires, tout ça, enfin bref, ça devait être merveilleux. Sauf que Danone s'est retrouvé en 2008 avec une plainte collective aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, et depuis assez récemment en France, les consommateurs peuvent se grouper pour faire une action commune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens, ils buvaient de l'Actimel tous les matins, mais ils avaient quand même un rhume. Alors ils étaient embêtés, ça ne marchait pas. Alors, publicité mensongère, et Danone s'est retrouvé à gérer à l'amiable, pour une somme de 35 millions de dollars, pour que le procès n'ait pas lieu. Et donc à supprimer toute notion d'immunité dans les publicités. Mais quand même, en 2010, ils ont essayé de déposer un dossier au niveau de l'Agence européenne de sécurité alimentaire pour avoir une allégation santé, c'est-à-dire apporter la preuve scientifique que si vous prenez de l'Actimel tous les matins, vous serez en meilleure santé que si vous n'en prenez pas. Bon, ça n'a pas marché. Danone a retiré son dossier d'agrément et n'a pas eu sa labellisation santé. Par ailleurs, certains scientifiques, alors en l'occurrence Didier Raoult à l'époque, a proposé, donc en l'occurrence c'était en 2009, a proposé que les micro-organismes qui se trouvent dans le Actimel sont exactement les mêmes que ceux qu'on va donner aux animaux d'élevage, et en particulier les cochons, pour qu'ils grossissent plus vite. Donc, partant de cette histoire-là, en disant, OK, dans Actimel, on trouve exactement les mêmes micro-organismes que ceux qu'on donne en élevage aux cochons. Les cochons, ils engraissent bien. Pas de raison que vos enfants, ce ne soit pas le même problème. Donc, il a accusé ces probiotiques d'être responsables de l'épidémie d'obésité chez les enfants, parce que donc c'était les mêmes micro-organismes. Et donc, notamment, l'idée, c'est qu'on va trouver chez les personnes obèses plus de firmicutes. Donc, si on fait un comparatif firmicute-bactéroïdètes, comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on en a plus chez les adultes obèses. Et donc, se pose la question de rajouter avec ce Actimel plus de firmicutes. Est-ce qu'on ne va pas déséquilibrer son microbiote? Et se pose la question de est-ce que c'est vraiment complètement pertinent de modifier son microbiote si on n'a pas besoin? Néanmoins, Danone a fait d'autres études scientifiques avec des personnes qui sont, alors en l'occurrence c'est une étude qui concernait 258 patients, des personnes hospitalisées en Allemagne, avec pour la moitié d'entre eux de l'Actimel 2 fois par jour, sachant que dans cet Actimel on va trouver 10 milliards de cellules de Lactobacillus casei, alors la souche c'est DN 114001. Et en fait, ils ont pris donc ces personnes qui étaient hospitalisées pour des problèmes d'infection, donc exposées à des antibiotiques, donc avec une antibiothérapie dans un milieu hospitalier. Donc des personnes généralement avec un système immunitaire affaibli, puisqu'elles ont besoin de traitements antibiotiques, mais du coup à l'hôpital, souvent des personnes un peu âgées. Et en fait, ils ont comparé les personnes qui avaient de l'Actimel avec celles qui n'en avaient pas. Alors, ils ont comparé le nombre de jours passés à l'hôpital, donc c'est globalement la même chose. Par contre, chez les personnes qui présentaient une diarrhée, on en avait beaucoup moins chez les personnes qui consommaient de l'Actimel que chez les personnes qui n'en consommaient pas. Pareil au niveau de la durée de cette diarrhée, on a une moyenne de 1,7 jours ici chez les personnes qui prennent du Actimel contre 3 jours là. Donc on a vraiment un effet significatif de la consommation, mais attention, donc c'est par rapport à un profil très particulier, c'est-à-dire des personnes déjà affaiblies, avec probablement déjà d'autres traitements antibio précédents et qui sont sous antibiothérapie. Mais là, clairement, au niveau des effets secondaires de cette antibiothérapie, et que souvent les gens présentent des diarrhées, avec l'Actimel, on a vraiment un plus. Et donc ils ont fait la même étude avec un autre groupe de patients, et qu'ils ont comparé avec, auquel ils ont proposé soit de l'Actimel, soit du Yakult. Alors le Yakult, moi j'en ai croisé au Monoprix, mais c'est plutôt, c'est l'équivalent de l'Actimel, mais plutôt en Allemagne, donc on va le trouver plus facilement là-bas. Et en fait, ils se sont aperçus que pour cette seconde étude, où on va avoir non pas du Lactobacillus casei, mais DN 11001, mais la souche du Yakult, qui est de la Lactobacillus casei shirota. Donc on est sur la même espèce bactérienne, mais deux souches différentes, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur des bactéries qui sont très très proches. On en a une qui a un effet sur les diarrhées, donc ils ont confirmé ce qu'ils avaient déjà trouvé, là où l'autre n'en a pas, voire même on pourrait croire que c'est presque pire en ayant consommé celle-ci.
Pareil pour les infections à Clostridium difficile. Bon, il n'y en a pas chez les personnes qui consomment de l'Actimel et ils en ont trouvé chez les personnes qui ont consommé du Yakult. Mais ce n'est pas significatif, ils ne devaient pas avoir assez de patients enrôlés dans leur étude. Donc il faut être extrêmement vigilant avec ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des probiotiques qui vont être efficaces, mais dans certains cas, chez certaines personnes, là où la même espèce va avoir aucun effet. Donc c'est très difficile à trancher, même scientifiquement. L'enjeu financier associé aux probiotiques est énorme, puisqu'on est ici aux États-Unis un marché de 75,9 billions de dollars, avec une augmentation continue de la consommation de ces probiotiques, alors pas forcément en santé humaine, mais notamment en santé animale. C'est-à-dire que les animaux d'élevage vont recevoir pas mal de probiotiques. En France, il y a une réglementation qui empêche de mettre des probiotiques dès la naissance, par exemple au poulet, mais ça se fait dans énormément de pays. Et ces animaux vont engraisser, être moins malades. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des conditions d'élevage qui font que souvent les animaux vont présenter des diarrhées. Et là, avec la consommation de ces probiotiques, les animaux vont mieux engraisser parce qu'ils vont être moins malades. Mais voilà, donc on a géographiquement une consommation très importante de ces probiotiques. Mais en France, on en fabrique aussi. Et en fait, le problème associé à tout ça, c'est quel probiotique consommer. C'est-à-dire que dans certains cas, vous pouvez avoir le listing des souches qui sont présentes. Donc on a ici des souches qui sont publiées comme étant réellement bénéfiques, avec certaines études scientifiques qui montrent qu'il y a une plus-value à la consommation de ces micro-organismes. Mais alors il faut savoir que dans certains cas, c'est vraiment si vous avez des problèmes de diarrhée, si votre microbiote ne va pas bien, si ça va bien, je ne suis pas sûre de voir l'intérêt. Et par ailleurs, la quantité que vous allez trouver dans une gélule, c'est l'équivalent de 0,3 g de fécès. Donc voilà, on est sur des quantités, on ne sait pas quelles souches vont se trouver dans ces préparations. Donc c'est extrêmement compliqué de savoir si c'est intéressant. Pareil, il y a tout un marché du prébiotique. Alors il faut savoir que la dernière fois que je me suis penchée sur la question, j'avais trouvé un seul prébiotique validé par des études scientifiques. C'est le konjac, c'est un sucre particulier qui est le glucomanane. Donc on va trouver dans des racines de konjac. Et en fait, avec 2 grammes de ce konjac, on a 10% des apports en fibres nécessaires. Donc à vous de voir si vous préférez manger de la salade ou des gélules. Tout en sachant qu'il y a... Alors l'effet constaté, c'est qu'on a une réduction du cholestérol, mais par contre, il faut s'attendre à avoir des problèmes de diarrhée, de flatulence en consommant ces prébiotiques. Donc le bilan des probiotiques, c'est quand même un ménage à 3, donc avec nous et notre microbiote. Donc cette communication va se faire de façon tridirectionnelle, avec différents aspects qui sont la modulation de notre système immunitaire. Donc on a un rôle extrêmement important de notre microbiote sur l'entraînement de notre immunité, mais également les interactions avec notre microbiote, c'est-à-dire que si on rajoute du probiotique, il va se faire de la place ou pas, ça dépend. Alors soit vous en prenez pour rien, il ne se fait pas de la place, il va partir avec votre bol alimentaire, ou alors il risque d'éjecter des bactéries qui, chez vous, avaient un rôle. Il y a également l'acidification. Souvent, les probiotiques vont acidifier le milieu en produisant, notamment en métabolisant certains sucres et en générant de l'acidité. Donc le problème de l'occupation du biotope, c'est-à-dire que si ce micro-organisme s'installe et se multiplie, il va prendre la place d'autres. En général, il y a une stimulation de l'épithélium intestinal à travers plus de mucus, donc une meilleure protection. Également des structures probiotiques à travers l'interaction avec nos cellules, la production de petites molécules ou la production d'enzymes. Donc il y a beaucoup de dimensions à prendre en compte et à l'heure actuelle, on n'a aucune étude scientifique qui soit capable de globaliser tout ça. On ne sait pas faire. Donc pour conclure, je vous conseillerais cette très bonne série que vous pouvez trouver sur Arte, sinon sur YouTube, c'est Comment j'ai hacké mes intestins. Donc c'est une jeune fille qui a vraiment des problèmes avec son microbiote intestinal. Et c'est une série en 6 épisodes de 15 minutes, c'est vraiment très très bien fait. Et ça reprend toutes les techniques d'étude des microbiotes et comment ça fonctionne. Également un autre documentaire qui est celui-ci. Et donc pour finir, moi je voudrais faire passer comme message, la seule conclusion scientifique qu'on ait, c'est de la diversité.
C'est-à-dire que plus votre microbiote sera élevé en termes de diversité bactérienne, plus c'est un marqueur de bonne santé. Donc il faut essayer d'avoir un microbiote très varié, à travers notamment le fait de manger beaucoup de fibres, éviter les antibiotiques. Alors on est d'accord, hein, les antibiotiques, ça sauve des vies tous les jours, il ne faut pas faire l'impasse. Hein. Je veux dire, si on a besoin de prendre des antibiotiques, il faut les prendre. Par contre, c'est vrai que c'est mieux d'essayer d'apporter des micro-organismes vivants dans son alimentation en même temps qu'on va prendre des antibiotiques. Passer du temps dans la nature, ça veut dire être au contact d'environnements qui vont amener des micro-organismes. Alors, prendre soin de son microbiote à l'intérieur de sa maison, ça veut dire faire un peu moins le ménage. C'est-à-dire, bon, il y a des endroits où il ne faut pas transiger, hein. Il faut faire le ménage, c'est-à-dire dans son frigo, dans sa cuisine, dans sa salle de bain, il faut faire le ménage. Mais après, avoir un peu des micro-organismes autour de soi, ce n'est pas inintéressant, ça va enrichir votre microbiote. Avoir une consommation d'aliments fermentés, ça va également vous aider à enrichir votre microbiote. Alors, une très très bonne façon, c'est avoir un animal de compagnie. Hein, faites des gros câlins à votre chien, il enrichira votre microbiote tous les jours. Également, si vous pouvez consommer des légumes sans trop les laver, si vous avez la chance d'avoir un potager et de savoir cultiver des légumes, ben peut-être les passer sous l'eau ce qu'il faut, mais pas les passer systématiquement au vinaigre pour les désinfecter. Si vous pouvez changer des micro-organismes avec une personne que vous aimez bien, ben, tant mieux. Essayez de gérer son stress, voilà, parce que le stress a réellement un effet sur le microbiote. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez des derniers examens que vous avez passés, peut-être vous étiez un peu stressé et ça avait perturbé votre microbiote. Faire un peu d'exercice, bon, même s'il n'y a pas des études scientifiques sérieuses validant l'impact de l'exercice sur le microbiote. Mais voilà, donc évidemment, si vous avez eu la chance d'être allaité et d'être né par voie basse, c'est une façon de diversifier son microbiote. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.